What up YouTube? Aujourd'hui c'est Storytime. Dorénavant, le lundi, ça sera peut-être pas tous les lundis, il y aura des vidéos qui ne seront pas du 2K, ça sera peut-être du basket IRL quand on pourra enfin sortir, ça sera des storytime, des vidéos réactions, bref, toutes sortes de vidéos, tout sauf du 2K. J'ai envie de tenter des choses, je sais pas si ça va marcher ou pas, et ce qui est sûr c'est que voilà, j'ai envie de me faire kiffer, j'avais envie de faire des storytime, donc là je pense que c'est le bon moment pour tenter. Comme d'habitude, t'hésites pas, tu t'abonnes, tu likes la vidéo. Là, je vais parler d'un sujet qui est pas mal revenu pendant mes live Twitch, qui est aussi revenu de temps à autre sur YouTube quand je faisais des références aux States. Je pense que ce sujet va pas mal susciter de questions, de réactions, tout ça, donc n'hésitez pas dans les commentaires. Ça sera peut-être l'occasion de faire d'autres storytime sur les US. Pour l'instant, on part sur la partie 1. Comment j'ai fait pour aller vivre aux États-Unis? Déjà, de base, il faut savoir que pour moi, aller vivre aux États-Unis, c'était le rêve absolu. Je suis un énorme fan de leur culture, que ça soit la musique, le cinéma, les séries, évidemment le sport, c'est pas pour rien que je kiffe 2K, c'est parce que le basket pour moi c'est vraiment le sport. Et forcément le meilleur endroit pour t'épanouir dans une culture basket ça reste les États-Unis. Du coup voilà, j'avais ce rêve en tête, c'était un rêve qui était un petit peu lointain parce que je m'étais jamais vraiment embarqué dans des recherches, dans des formalités, tout ça. Pareil, je connaissais personne sur place mais je savais, tu vois, j'avais vraiment en tête l'idée de, avant de travailler, avant de me trouver un job stable, avant de commencer, tu vois, à me poser pour avoir une situation, je voulais vivre aux États-Unis. Parce qu'après, tu sais, c'est compliqué, tu rencontres une meuf, t'as un travail, t'as des enfants et tout. Après, tu bouges plus. Pour que vous puissiez comprendre comment j'ai réussi à partir vivre aux États-Unis, faut que je vous explique un petit peu mon parcours, tout ça, d'où je viens. Retour en 2009-2010, l'année de mon bac, je me dis, Blacky, qu'est-ce que tu vas faire? Je me retrouve à faire des études de droit, je fais ma licence, je fais mon master. Et bref, mes études de droit, au final, elles m'amènent jusqu'à Paris. Et là, j'intègre un établissement où du coup, je fais mon année tranquille. Et en fait, en cours d'année, il se trouve que mon école, elle développe un partenariat et surtout, elle a obtenu un partenariat avec une fac américaine qui était à New York. Il faut savoir qu'à ce moment-là, moi, j'ai toujours le rêve un petit peu lointain d'aller aux États-Unis. Sauf que là, finalement, j'ai une opportunité de me dire, oh, là, ce rêve, il peut se concrétiser. Une fois que le deal il est finalisé avec cette fac américaine, l'administration, elle vient vers les étudiants, normal, et elle dit, bon, qu'est-ce qui est chaud? Je me suis même pas renseigné sur la fac, sur son classement, sur les matières qui étaient proposées. Moi, j'avais qu'une chose en vue, c'était partir vivre aux États-Unis. Et en vrai de vrai, là, c'était la voie royale. Du coup, ils viennent vers nous, qui est-ce qui est intéressé? Hop, Blacky lève la main. Du coup, le staff en France m'a dit, ok, il y a pas de souci, on a bien noté ton nom. Maintenant, tu vas pas y aller comme ça. Même s'il y a un partenariat avec une école, ce qui fait que automatiquement, le process, il est facilité. J'avais quand même des formalités à accomplir. Le premier truc que je devais faire, c'était passer un test d'anglais qui s'appelle le TOEFL. Et c'est un test qui est archi complet et le but, c'est vraiment de t'évaluer sur tous les aspects de la langue anglaise. T'as de la compréhension orale, t'as de la compréhension écrite. Il faut que t'écrives et il faut que tu parles. En fait, l'idée de ce test, au-delà du score que tu vas avoir, c'est vraiment de savoir si demain on te lâche aux States ou dans n'importe quel autre pays où tu vas devoir parler anglais, est-ce que tu es capable en fait de survivre? Bon, survivre, j'abuse un petit peu. En gros, on veut juste voir si tu vas être capable de te débrouiller sur place, de comprendre les cours, d'aller faire tes courses, de t'exprimer avec n'importe quel inconnu dans la rue, tout ça. Du coup, j'ai ce test d'anglais à faire. Je le prépare pendant des mois. C'est pas genre juste un truc en mode vas-y, Blacky, on t'envoie au charbon et demain on t'a inscrit et tu passes le test. C'est vraiment un truc qu'il faut préparer parce que même si j'avais un bon niveau d'anglais, clairement, je pouvais pas juste débouler comme ça et espérer réussir. Du coup, je fais une petite parenthèse sur mon niveau d'anglais. Je pense qu'avant de partir, j'étais sur un niveau moyen plus. Comment j'ai fait pour m'améliorer et pour finalement avoir mon petit niveau? Ça va être tout bête, mais j'étais constamment élevé en cours. Donc, depuis la 6e jusqu'à, je sais pas, enfin, toutes mes années de fac, j'ai toujours pris l'anglais. Donc là, on va dire que ça pose les bases en termes de conjugaison, de grammaire, tout ça, les verbes irréguliers, vous connaissez. Après, en vrai de vrai, il y a eu les jeux en ligne. Ça, de fou, ça m'a aidé. Genre, je pense à partir de la 5e, j'ai commencé les jeux en ligne. Je jouais à Counter-Strike, mon gars, j'étais un gros no-life. Et forcément, sur CS, je jouais avec des gars qui n'étaient pas forcément français. Du coup, ça m'obligeait au micro à leur parler en anglais. Même si je faisais des fautes, c'est pas grave. Mais au fur et à mesure, tu t'habitues, tu corriges tes erreurs, tu t'améliores. Et il y a eu un petit passage aussi pendant mon année de L2 ou L3, je sais plus, où en fait je suis sorti avec une américaine en fait. Et oui, c'est un petit peu cliché, mais en vrai de vrai, il n'y a rien de mieux pour progresser sur une langue que de parler la langue. Et mine de rien, c'est là que tu vois qu'il y a des mots que tu prononces, tu te dis non mais c'est bon, j'ai pas prononcé le H, c'est pas grave. Mais en fait, tu prononces pas le H et ça va complètement changer le sens de ta phrase. Et des petits détails comme ça, mis bout à bout, ça va vraiment te faire progresser de ouf. Morale de l'histoire, si vous êtes dans un pays francophone, là actuellement, on peut pas voyager parce qu'il y a le corona. Sortez avec une américaine, une anglaise, une sud-africaine et progressez. Parlez. Apprenez. Bon, après, on va pas se mentir, il y a d'autres côtés sympas. Bref, du coup, il faut absolument que je passe ce test de langue. Il faut que j'ai un score minimum de 100. Et si je me rappelle bien, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais je crois que le TOEFL, c'est sur 120. En fait, c'est la fac américaine qui disait, OK, pour que votre étudiant il soit accueilli chez nous, il faut qu'il ait au minimum 100. Et en plus de réussir ce test de langue, il fallait que je traduise tous mes diplômes et tous mes relevés de notes depuis le bac en anglais. Et en fait, j'ai dû contacter un traducteur assermenté pour que le gars, en fait, me traduise tous mes diplômes. Et le fait qu'il soit assermenté, c'était en mode, OK, le gars, c'est pas un guignol, c'est un truc
truc carré officiel. Et forcément, j'ai dû payer pour ce service. Et je veux pas dire de bêtises parce que c'est un petit peu loin dans mes souvenirs, mais il me semble que j'ai aussi dû leur fournir des justificatifs pour prouver en fait que j'avais bien les moyens financiers de vivre sur place. Ça, j'en parlerai sûrement dans une autre story time, mais quand vous partez à l'étranger, c'est un énorme budget. C'est encore plus vrai quand vous partez aux États-Unis. Le dossier, il est complet. On l'envoie aux States, le dossier est accepté. Et mine de rien, ça prend un petit peu de temps parce que le partenariat, il s'est fait au cours de l'année 2016, donc en fait l'année de mon départ. Et normalement, quand tu pars à l'étranger, tu dois au moins préparer ce genre de bail 1 an à l'avance. Et le gros problème que j'ai dû affronter, c'est que j'avais pas de logement. Au début, je me dis, ok, je vais partir en CTU, je contacte la fac, ils me disent, ah non, mais là, les inscriptions, c'est trop tard. Donc concrètement, le seul moyen pour que je puisse vivre aux États-Unis, c'est que je me trouve moi-même un logement. Du coup, mon année en France, elle se termine. Et là, mes parents, ils me disent, ok Melvin, là, ton objectif principal, c'est de trouver un logement. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas partir aux États-Unis pendant 2 semaines et ta mission ultime, c'est trouver un appart. Du coup, ni une ni deux, moi, je suis là, je suis super excité. Je me dis, ok, bah écoute, c'est parti. Et il faut savoir qu'avant ce premier voyage aux États-Unis, que je fais pendant 2 semaines pour trouver un appartement, je n'ai jamais mis les pieds dans un pays anglophone. Et je suis pas parti comme ça du jour au lendemain. J'ai quand même préparé le truc un minimum. Je me suis trouvé un hôtel. J'ai contacté à l'avance par mail des agences parce que forcément, j'allais pas débouler comme ça à New York et puis me trimballer comme ça d'agence en agence. C'est pas comme la France en fait, c'est trop grand, donc si tu fais comme ça, t'es du père. Donc j'avais déjà, on va dire, ma petite organisation, tout ça, et quelques semaines plus tard, je suis parti aux États-Unis. Donc là, j'arrive à New York, à mon hôtel, et il y a une ambiance, genre c'est pas vraiment ce que j'avais imaginé. Le truc, c'est que moi, je connaissais pas, tu vois, les States, j'avais vu ça dans les films, donc j'avais mon idée un petit peu préconçue, tout ça, et je suis pas forcément conscient que t'as Manhattan, Brooklyn, le Queens, que c'est des quartiers différents, potentiellement très loin, avec des ambiances qui n'ont rien à voir. Et il se trouve que l'hôtel, il était dans le Queens. Et le Queens, c'est pas forcément le quartier dont tu rêves et le quartier que tu vas visiter quand tu déboules à New York. Après, je dis pas, il y a sûrement des coins très cool dans le Queens, mais c'est vrai que là où j'étais, c'était un petit peu déstabilisant. C'était pas forcément l'image que j'avais des States. La phrase que je viens de vous dire, c'est une phrase très importante parce que si je voulais vivre aux États-Unis, c'était aussi pour confronter l'idée que je m'étais faite des États-Unis par Internet, par la télé, tout ça, avec la réalité, avec la vraie vie des Américains. Et je vous en parlerai de toute façon dans d'autres storytime, je vous raconterai mon expérience, je vous raconterai ce que j'en ai tiré, comment je l'ai vécu. Et ce que je peux vous dire, c'est que quand vous partez en vacances aux États-Unis, c'est pas comme si vous vivez aux États-Unis. Donc les gens qui sont partis 3 semaines à mois aux États-Unis et qui vous disent « Waouh, c'est super, c'est le pays de mes rêves, nanana », en fait, vous pouvez pas vous fier à leur avis parce que quand t'es un touriste, t'as tous les avantages de la vie sur place, mais tu vois pas les inconvénients. Et justement, les inconvénients, moi, je les ai vus. Du coup, je rencontre les agents immobiliers avec lesquels j'ai parlé par mail, tout ça, je visite des trucs, je vais à Brooklyn, je vais à Manhattan, un petit peu dans tous les coins. Et je vous avouerai que c'était assez difficile en fait de trouver un truc qui me convenait déjà en termes de budget. Parce que on va pas se mentir, les États-Unis c'est extrêmement cher. Et même les apparts que j'ai visités en eux-mêmes, ils étaient pas forcément ouf. Il y avait des colocs, mais du coup ils étaient pas là, pas possible de les rencontrer. Moi j'ai que 2 semaines, donc j'ai pas le time en fait. Mais petit à petit, le temps passe. Finalement, j'ai pas non plus 50 000 visites. Parce que quand tu vas t'organiser depuis la France pour aller visiter des trucs aux États-Unis, c'est quand même vachement compliqué. Et au final, je trouve un truc loin dans Harlem. Et c'était un petit studio, rez-de-chaussée, tranquille. Franchement, le quartier, il est très très cool. Quand je vous dis Harlem, vous avez peut-être l'image un petit peu des gangs ou encore une fois, c'est des trucs de la télé. Mais le Harlem des années 2010, c'est pas le Harlem des années 90. Il y a pas des mecs qui se baladent avec un gun à la ceinture, qui font du trafic de drogue au corner. Il y a rien de tout ça en fait. C'est un quartier qui est familial, majoritairement noir. Et franchement, je me suis jamais senti en insécurité là-bas. Et ce qui est stylé en fait, c'est que vu que j'ai des visites, mais j'en ai pas non plus 50 000, bah j'en profite pour découvrir des choses. Et en fait, c'est un truc de ouf parce que tout ce que j'ai vu toute ma vie dans les films, dans les séries, dans les jeux vidéo, bah en fait, c'est là, c'est devant moi, je suis là sur les lieux. Et le premier truc que je visite, c'est sûrement l'un des spots les plus emblématiques de New York, c'est Times Square. Je sors du métro, je marche un petit peu, je commence à voir toutes les lumières, les écrans, tout ça. Enfin, c'est un truc de fou. Je me balade le long de la 5e avenue, je vois la boutique NBA. Alors forcément, c'est un truc tout bête, une boutique NBA, mais moi, je suis fan de basket, donc je vois ça, je suis comme un ouf. Je vais au Brooklyn Bridge, à Central Park, enfin bref, tous les trucs qui m'ont fait rêver pendant des années, je suis là, je suis sur place. Et c'est un sentiment que je pourrais pas vous expliquer, mais en fait, c'est comme si j'y étais déjà allé sans y être allé, donc il y a un sentiment de découverte sans vraiment l'être, enfin c'est hyper spécial. Mes 2 semaines aux États-Unis, elles se terminent. Retour en France. Là, le temps passe parce que moi, il faut encore que je fasse un visa étudiant pour que je puisse partir aux États-Unis. Sinon, j'ai beau avoir un appart, j'ai beau avoir l'acceptation de la fac, je vais arriver là-bas à la frontière, ils vont me faire non, Blacky, tu dégages. Direction l'ambassade de Paris. Heureusement, j'habitais sur Paris, donc du coup, ça m'a facilité le bail. Je me rends sur place, je fais toutes les formalités. Et au final, je me retrouve avec le fameux sésame, le visa étudiant. Donc là, je souffle parce que je me dis, c'est bon, je suis tranquille, j'ai tous les papiers en règle. Et il n'y a plus rien qui peut m'empêcher de partir aux États-Unis. Faut savoir que là-bas, le début de l'année universitaire, ça commence en août. Donc moi, fin juillet 2016, je prends mes clics et mes claques, je fais mes valises, je prends mon aller simple, direction New York. Et là, c'est le début du rêve américain.